Bien, bonsoir. Merci à tous ceux qui ont pris sur eux de venir terminer leur journée par une table ronde sur un livre. Ce livre, c'est Violence extrême, enquêter, secourir, juger. Claudine Vidal et Jean-Hervé Bradol vont parler du contenu du livre, de ce qu'il est... de ce qu'il représente pour nous. Moi, je voudrais simplement le resituer dans un certain nombre de productions de MSF, avec le recul des 50 années d'existence de MSF, en rappelant que ce titre, Violence extrême, correspond aux circonstances de naissance, de création de MSF, puisque ce sont deux grands massacres qui ont incité un certain nombre de médecins, dont nos fondateurs, à créer Médecins sans frontières. Ces deux grands massacres, ce sont la guerre du Biafra et la répression du Pakistan oriental, qui d'ailleurs, je le signale au passage, a été très longtemps présenté dans les documents de Médecins sans frontières comme une catastrophe naturelle. Les plusieurs centaines de milliers de morts que l'on pouvait déplorer en 70 au Pakistan oriental étaient en effet dus à un cyclone d'une exceptionnelle violence, mais à ces 300 000 morts se sont ajoutés d'autres centaines de milliers de morts dus à la répression féroce, sanglante, au point qu'on a parlé également de génocide d'ailleurs, et que des instructions sont actuellement en cours sur ce sujet. Donc c'est bien de deux grands massacres et pas d'une guerre et d'une catastrophe naturelle qu'il s'agit au départ. Et toute l'existence de Médecins sans frontières a été ponctuée, et on le comprend bien, par ce genre d'événements, puisque d'emblée, MSF a affirmé un tropisme pour les situations de violence. Pas de façon exclusive, naturellement, les guerres ne sont pas l'unique théâtre d'opération de MSF, mais elles en sont l'un des théâtres privilégiés. Et je ne vais pas énumérer l'ensemble des conflits ou des situations de violence extrême dans lesquelles nous avons été plongés, mais je dirais qu'il a fallu une vingtaine d'années environ, c'est-à-dire attendre le début des années 90, pour que MSF tente de commencer à s'intéresser aux circonstances, tente des analyses de contexte. Et cela était dû au fait qu'un nouvel acteur était apparu sur la scène où nous avions l'habitude d'être relativement isolés, enfin les ONG et les agences de l'ONU, à savoir les contingents militaro-humanitaires et les interventions donc armées à visée humanitaire au début des années 90, après la fin de la guerre froide. Ça a été le début de la série Population en danger, qui a connu, si mes comptes sont bons, je ne suis plus tout à fait sûr, je crois 6 exemplaires, ou 7, avec des fortunes et des qualités diverses, mais ça a été notre première tentative de nous confronter à ces situations, non pas simplement sous l'angle du témoignage des atrocités constatées ou des appels à réagir de façon plus appropriée, mais à entrer dans une tentative de compréhension, d'analyse. C'était tout de même marqué par des considérations assez géopolitiques, assez, disons, tributaires des théories des relations internationales, pas exclusivement, naturellement, l'action elle-même était évoquée, mais enfin, ça s'inscrivait dans ce cadre-là. Le premier volume véritablement consacré à la violence a été sur le Congo. D'ailleurs, déjà, 2 auteurs de ces livres étaient là, les violences contre les civils au Congo. Mais cette fois-ci, il s'agit vraiment d'une entrée dans une série d'analyses des situations de violence extrême concernant donc le Rwanda, où ils n'ont pas besoin de rappeler le génocide Tutsi de 1994. Mais donc le Rwanda et ses suites, et cela est fait avec un certain recul, mais je n'entre pas dans le détail puisque c'est Claudine et Jean-Hervé qui vont en parler, la République démocratique du Congo et la Syrie.
Je n'entrerai pas, je ne vais pas décrire naturellement ce qui a été dit, mais je veux simplement insister sur le fait que non seulement il s'agit de situations de violence extrême, mais il s'agit aussi de sujets extrêmement controversés. Pas de façon globale, mais dans chacune de ces situations sont nées des controverses concernant l'ampleur ou la nature des violences extrêmes que l'on a pu constater. Personne ne niant l'existence de violences extrêmes, mais un certain nombre de gens discutant du statut ou de l'existence réelle de certaines parties de ces violences. Là, pour ceux qui suivent le site de MSF, ils ont pu voir la dernière controverse qui nous a opposé à Patrick de Saint-Exupéry concernant les massacres commis en RDC par l'armée rwandaise et les milices qui lui étaient soumises, ou en tout cas avec lesquelles elle fonctionnait. Donc c'est un livre qui traite de sujets controversés, mais dont l'objet primordial n'est pas de nourrir des polémiques, mais de s'interroger à différentes échelles et sous différents angles sur des violences particulièrement amples commises dans ces trois pays. Voilà donc, je pense que ce livre a pour grand intérêt d'être la première véritable tentative d'analyse, d'exploration de situations de violence extrême sous différentes échelles et sous différents angles. Donc il a un intérêt propre, il a une personnalité propre, et c'est cela que je voulais souligner. J'en ai terminé la lecture il y a 2 jours, et je l'ai trouvé, en toute objectivité, naturellement, particulièrement intéressant. Enfin, je pense que c'est l'une des grandes réussites de nos publications de ces 20 dernières années. Donc j'invite tout le monde, après cette conférence qui j'espère, après cette table ronde, cette discussion qui j'espère vous aura intéressé tous, je vous invite ensuite à entrer dans le livre pour en apprécier toute la subtilité. Voilà, je passe la parole maintenant à Jean-Hervé, et ensuite ce sera Claudine. Donc Jean-Hervé, à toi. Merci Ronnie. Une petite précision, je remplace ce soir Hakim Raldi qui devait procéder à cette communication, mais qui a dû partir au Yémen de manière non planifiée. Je suis chargé de présenter un peu le contenu des 3 papiers qui portent sur la Syrie dans l'ouvrage. Je vais commencer par celui de Abdul Karim Eskayez et Ammar Sabouni, qui nous parle du ciblage des services de santé lors de la guerre civile syrienne. Qui sont-ils? Ils sont des jeunes médecins syriens au début de la guerre civile qui prennent leurs responsabilités, si on peut dire, c'est-à-dire qu'ils restent dans les zones qui échappent au contrôle du gouvernement. Donc immédiatement, ils sont pilonnés par les bombardements de l'armée syrienne. Et dès les premiers jours, dans ces zones, ils font cette expérience-là d'attaque contre les petits hôpitaux transformés en hôpitaux chirurgicaux pour accueillir les blessés de la guerre civile, dans ces zones qui ne sont plus contrôlées par le gouvernement. Et ça ne les étonne pas parce qu'ils avaient déjà fait l'expérience d'être pourchassés en tant que soignants ou logisticiens médicaux qui apportent des seringues, des bandages dans des structures, quand ils procédaient à des soins pour les manifestants opposés au régime. Donc la deuxième phase pour eux, c'est qu'ils découvrent que c'est pas seulement ce type de persécution auquel ils vont devoir faire face, mais de véritables bombardements réguliers sur les structures de santé dans lesquelles ils vont exercer. Alors pour eux, ils le disent, réfléchir et organiser le travail dans ces circonstances, rester opérationnel, comme on dit dans notre jargon, c'est vraiment un défi. Il mentionne que quand même le travail est facilité par l'existence des nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux. Au début de la guerre civile, ce sont les sites web spécialisés de certaines organisations des droits de l'homme ou d'information politique, mais surtout, en pratique,
pour les intervenants de terrain, c'est des échanges autour de Facebook et de Twitter. Et c'est vrai, moi j'ai été complètement surpris. J'ai ouvert mon premier compte Twitter quand j'étais avec Hakim à travailler en Syrie. Ou plutôt c'est Nathalie Roberts qui m'a ouvert mon compte Twitter. Et on trouvait sur les fils qui nous intéressaient des informations locales qu'on avait de manière plus rapide que si on les cherchait par enquête de terrain, mais des informations très concrètes, comme de savoir si le petit commandant militaire dont on dépendait pour notre sécurité, nos approvisionnements, quelle coalition politique et militaire il avait rejoint dans la galaxie des organisations dans ces espaces politiques qui sont tout le temps en train de se réorganiser, se réassocier en différentes coalitions. Et puis plus tardivement, les forums sur WhatsApp ont joué aussi un rôle pour diffuser l'information qui a aidé ces jeunes médecins. Et l'information qui s'y diffuse, c'est effectivement l'incroyable niveau de violence contre les professionnels de santé et les lieux de soins. Au point que l'Assemblée mondiale de la santé, qui mandate l'OMS pour recenser ces attaques. Entre 2011 et 2019, il est recensé environ 500 attaques contre des lieux de soins et environ 1000 membres des personnels soignants sont tués dans le cadre de la guerre civile syrienne. Alors, ces jeunes médecins, qui prennent encore une fois, qui ont pris leurs responsabilités à une époque où beaucoup d'autres sont partis se réfugier à l'étranger. C'est pas un jugement moral, hein, c'était une réalité. Un certain nombre sont restés. Ils ont dû organiser par le bas, comme ils le disent, le remplacement du ministère de la Santé, remplacement des lieux de soins, mais aussi de la coordination de l'aide médicale dans les zones qui échappent au contrôle du gouvernement, de la communication et du plaidoyer pour avoir les moyens de travailler, et puis pour pouvoir mentionner les problèmes, et d'organiser aussi la direction de tout ce travail, c'est-à-dire de recenser les médecins qui restaient là, les infirmiers qui sont toujours là, les manipulateurs radio qui sont toujours là, désaffectés à des différents postes, d'organiser qu'ils puissent recevoir un salaire, parce que au-delà des premières semaines de travail où nos collègues pouvaient travailler sans être rémunérés, et ils pensaient que d'ailleurs la guerre civile ne durerait pas longtemps, que le régime allait s'effondrer, donc c'était pas leur obsession de se faire payer au départ, mais ça l'est rapidement devenu, puisqu'il fallait bien que eux-mêmes et leur famille survivent. Donc tout ça a été organisé, tout ça leur est incombé. Le régime s'est évidemment durci en adoptant une loi qui permettait de criminaliser les soignants. Et entre cette loi et les attaques contre les personnels et les lieux de soins, ça a fait émerger une expression, c'est la militarisation de la santé. C'est comme ça que nos collègues ont qualifié ce qu'ils étaient en train de vivre. Et ce qui les a amenés à faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on marque les lieux de soins avec des croix rouges, avec des emblèmes, on marque les véhicules, et ce marquage qui signifie qu'il s'agit de soignants et d'activités de prise en charge de malades et de blessés en zone de guerre, est censé protéger. Là, nos collègues, immédiatement, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont dissimulé, ils ont sablé les véhicules pour éviter qu'ils puissent être reconnus comme des véhicules sanitaires. Ils l'ont fait évidemment par une crainte très réaliste de servir de cible s'il y avait des emblèmes de santé sur les moyens de transport et sur les bâtiments. Et quand on les interrogeait en leur demandant mais pourquoi vous
vous faites pas connaître le fait que votre hôpital, par exemple à Alep-Est, l'hôpital Zarzor, a été attaqué, il nous répondait, bah, si on le fait, on va être attaqué de nouveau. C'est-à-dire qu'on va valider le fait que là où on est, c'est une cible et que c'est une cible rentable pour les bombardements du régime. Donc il cherchait à dissimuler même le fait d'avoir été pris pour cible et bombardé. Donc pour eux, pour résumer, à travers notamment 4 situations, celle de Baba Ammar à Homs, celle de la partie occidentale de la plaine de la Ghouta dans la banlieue de Damas, celle d'Alep-Est et celle de la Ghouta orientale, à travers ces 4 situations, ils se sont fait une image, c'est cette image que je vais essayer de donner, de ce qu'a été la politique du régime. D'abord, pour eux, les tactiques militaires du régime ont été le siège en premier. Deuxièmement, le ciblage des habitants ainsi assiégés par des bombardements. Alors là, on connaît tous, hein, les marchés, bombarder les écoles, bombarder les queues devant les boulangeries. Tout a été employé pour s'en prendre à la population. En troisième lieu, le ciblage des professionnels de santé et des établissements de santé. En quatrième lieu, le fait de chasser les habitants des endroits où ils vivaient auparavant. Donc il y a eu énormément de déplacements de forcés de population dans cette guerre civile, au point qu'aujourd'hui, ça fait dire à nos collègues qu'on ne pourra probablement pas revenir en arrière dans beaucoup d'endroits. Et en cinquième lieu, si ça ne suffisait pas, toute cette violence contre les civils, ça a été l'utilisation de gaz de combat, hein, notamment en 2013 dans la plaine de la Ghouta. Je vais ensuite dire un mot du travail d'écriture du papier d'Hakim Raldi, parce qu'il élargit le champ. Là, ce dont je viens de vous parler, c'est la situation vécue par les médecins d'opposition et nous-mêmes dans les zones qui échappent au contrôle du gouvernement. Dans ces zones, on ne pourra pas rester non plus très longtemps en tant qu'acteur étranger. D'abord parce que nos collègues syriens n'aiment pas le dire, mais parmi les groupes militaires qui contrôlent ces zones, les groupes d'opposition au gouvernement ne sont pas tous faciles et ils ne sont pas tous en train de garantir la situation des acteurs humanitaires, médicaux étrangers. Mais quand même, on peut dire, malgré les difficultés qu'il y a eu, que même avec des groupes relativement étiquetés comme relativement radicaux, je pense à des organisations comme Jabhat al-Nusra ou Ahrar el-Sham, c'est-à-dire des formations politiques, militaires et religieuses qui ont fait allégeance à Al-Qaïda. On arrivait quand même à trouver des accords pour pouvoir travailler de manière relativement efficace, tout en cohabitant avec eux et tout en coopérant médicalement avec eux, jusqu'à un certain point pour les expatriés, jusqu'à environ le début de l'année 2014. Ça fait quand même 3 ans où on a réussi à cohabiter avec ce type de groupe et à organiser des soins de santé avec eux. Hakim n'en est pas resté à cet espace géopolitique-là des zones échappant au contrôle du gouvernement syrien. Il est aussi parti monter des opérations dans ce qu'on appelle le nord-est de la Syrie, c'est-à-dire un espace contrôlé militairement, politiquement et socialement par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Et là, l'expérience est assez amère parce que malgré la bonne image dont le PKK jouit en dehors des frontières de la Syrie et notamment en France, et notamment parmi les journalistes français,
on s'est heurté, et c'est ce que Hakim décrit, au sectarisme du PKK, c'est-à-dire le fait que les secours qu'on apportait ne bénéficiaient pas beaucoup aux populations arabes qui vivaient dans cette zone. Elles étaient détournées au profit des populations qui soutenaient ou étaient censées être la base sociale du PKK. Et même au sein de ces populations kurdes, il n'y avait pas beaucoup de tolérance pour toute une quelconque voix discordante. Les expériences amères ont culminé avec l'attaque en juin 2017 sur la ville de Raqqa par les forces kurdes et leurs alliés, appuyés par la coalition internationale qui s'est formée contre l'État islamique qui tenait la ville de Raqqa, qui en avait fait, sinon sa capitale, d'au moins l'une d'entre elles. Là, on a assisté à une offensive où il n'y avait pas de blessés qui sortaient. C'est-à-dire que rien n'était prévu, à la différence d'autres batailles finales contre l'État islamique, rien n'était prévenu pour sortir des blessés. Donc, alors qu'on travaillait à l'hôpital de Kobané, on n'a pas pu recevoir des blessés de la bataille de Raqqa. Donc les populations qui vivaient dans Raqqa ont été écrasées sous les bombes. On les a pas, et les bombes de la coalition internationale et des forces kurdes, on leur a pas offert de soins et on les a traités, notamment les hommes, tous comme des membres présumés de l'État islamique au moment où Raqqa est tombé. Alors que pour les combattants de l'État islamique qui étaient dans Raqqa, il y a eu un accord qui leur a permis de sortir nombre d'entre eux sains et saufs de la bataille, mais pour rejoindre des territoires qui étaient déjà contrôlés par l'État islamique. Et alors que encore une fois, pour les populations civiles, il n'y a eu aucune offre de ce type, mais il y a juste eu des bombardements. Autre situation que les humanitaires médicaux étrangers que nous étions ont rencontrés en Syrie, c'est justement d'essayer de travailler dans des territoires contrôlés par l'État islamique. Alors là aussi, ça a été possible quelque temps, à notre grande surprise, hein, on était très dubitatifs. Mais quand l'État islamique prenait des zones, des villes, des petites villes ou des grandes villes, ils avaient à cœur que le système de santé ne s'effondre pas immédiatement. Parce qu'effectivement, par rapport à leur relation avec la population, c'était une très mauvaise image que leur arrivée au pouvoir ait pour conséquence la disparition de toute possibilité d'activité hospitalière. Donc, on a travaillé de manière certains jours de manière complètement surréaliste dans cet univers-là, c'est l'univers de l'État islamique. Ça s'est arrêté quand, rompant la parole donnée, ils ont kidnappé 5 de nos collègues de MSF Belgique dans le gouvernorat d'Idlib. Enfin, ce que décrit très bien Hakim dans le papier, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives de négociation dès 2011 avec Damas pour proposer de l'aide aux institutions sanitaires contrôlées par le gouvernement. On a essayé presque toutes les approches. Hein. On a approché le gouvernement soit directement par ses représentants à Genève, dans les instances internationales. On a envoyé des diplomates sud-africains pour porter notre demande et quelque part nous représenter pour montrer qu'on n'était pas uniquement une organisation entre guillemets occidentale. Et puis enfin, on a demandé une médiation à la Russie pour pouvoir discuter avec le régime de Bachar el-Assad sur les possibilités d'aide.
À chaque fois, ça a été des promesses qui n'ont pas été tenues et avec des visas qui n'ont jamais été délivrés. Encore faut-il ajouter que de toute façon, le régime n'attendait pas après nous puisque plus de 80% de l'aide internationale des agences des Nations Unies, et notamment l'approvisionnement alimentaire du programme alimentaire mondial, ou l'aide délivrée par le mouvement Croix-Rouge, 80% l'était auprès du gouvernement et de ses institutions, notamment le ministère de la Santé et le Croissant Rouge arabe syrien. Donc on n'a pas non plus des regrets énormes de ce point de vue-là, puisque le camp gouvernemental n'a pas été mal servi en matière d'aide internationale. Le dernier papier que je vais rapidement présenter, qui mérite bien mieux que ça, parce que c'est un papier intéressant, c'est un papier d'une collègue chercheuse à Manchester University, Sophie Robock, qui s'intéresse justement à propos des attaques contre les personnels et les institutions de soins. Elle s'intéresse au recueil de données. Elle distingue des données pour 3 usages différents: un usage analytique, un usage de plaidoyer et un usage pour faire rendre des comptes, un usage pour juger, on dirait. Du point de vue analyse, elle fait la remarque que c'est sur les bases de données auxquelles elle a eu accès, il est difficile de comprendre ce qu'est une attaque. Elle entend par là, est-ce que c'est quelque chose, des actes qui visaient les structures de santé vraiment qui les ciblaient, ou est-ce que les dommages créés sont la conséquence d'attaques plus générales qui ne visaient pas spécifiquement des structures de santé, mais celles-ci étant dans des quartiers qui étaient complètement bombardés, subissaient le même sort que leurs voisins sans être des cibles prioritaires, si on peut dire. Autre difficulté avec le traitement analytique de ces bases de données sur les attaques, ça concerne les processus de vérification. Qu'est-ce qu'on enregistre comme une attaque vérifiée? Quelque chose qui a été vu directement, qui a été subi par un témoin. Est-ce qu'il faut s'être rendu sur place pour vérifier que l'attaque a bien eu lieu, que l'hôpital est bien détruit, pour le recueillir dans la base de données comme tel? Toutes ces questions limitent, travaillent, modifient, orientent l'analyse qu'on peut faire. Mais les bases de données, selon les acteurs que Sophie interroge, ne servent pas seulement à des analyses, ils servent aussi à des plaidoyers. Et là, la distorsion des données est encore plus importante que dans la partie analytique, puisque souvent les équipes de terrain ne souhaitent pas que l'information qu'elles produisent serve à les plaidoyer, parce qu'elles ont toujours cette crainte dont je parlais tout à l'heure, de se signaler finalement et de s'exposer à des mesures de représailles ultra violentes de la part du régime et de ses forces armées et de ses alliés. Donc il y a quand même une limitation du travail de plaidoyer par le fait que les organismes d'aide et les organismes des droits de l'homme qui interviennent, qu'ils soient nationaux ou internationaux, se heurtent en pratique beaucoup à leurs équipes de terrain qui souhaitent finalement qu'on se taise, le silence étant pour eux perçu comme une garantie de leur sécurité. Sinon, l'usage des données pour des activités déployées produit les mêmes effets de distorsion que ceux qu'on connaît habituels dans les situations d'intervention humanitaire. C'est-à-dire que les organismes comme nous, comme nos partenaires, quand ils se décident enfin à prendre la parole publique, le font avec des beaux témoins, des témoins qui parlent bien, qui représentent bien, etc. Et ça se fait, ce travail, aux dépens de l'exactitude des faits rapportés.
Dernier problème avec les témoignages dits de plaidoyer, c'est le fait que c'est un des effets secondaires finalement des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tous les membres des organisations ont aussi une vie privée et une vie semi-privée sur Facebook ou Twitter, où tous les soirs, après les heures de travail, c'est surtout le soir que les communications sont intenses, certaines vont raconter ce qui arrive à leur organisation dans la journée sans aucun contrôle des cadres de leur organisation qui évidemment s'en inquiètent. Le dernier registre, et je vais m'arrêter là, le dernier registre sur lequel Sophie porte son attention, c'est les témoignages qui ont pour but de nourrir des processus juridiques, des processus pénaux. Et Sophie nous explique à quel point le droit est devenu un élément clé de l'observation. Et que là aussi, il y a une distorsion, puisque finalement, pour les juristes, s'il y a 10 attaques bien documentées qui permettent d'amener un cas devant un tribunal, ça suffit largement. Les 90 autres qui sont réellement survenues, elles n'ont pour les juristes que très peu d'intérêt. Donc là aussi, le fait d'avoir comme objectif d'amener en justice certains perpétrateurs d'attaques conduit à ignorer ou sous-estimer de nombreux incidents qui, eux, sont beaucoup moins documentés d'une manière solide pour pouvoir être amenés au tribunal. Donc la recommandation que nous fait Madame Robock, c'est finalement de différencier les différentes bases de données recueillies, que ça soit pour l'analyse en distinguant bien les attaques ciblées des conséquences des conséquences d'attaques non ciblées, et de même pour le plaidoyer et pour le rendu de compte judiciaire. Elle souligne que ça ne peut pas être fait à partir des mêmes bases de données. Mais je dirais, pour conclure la présentation un peu rapide et un peu bâclée de ce papier, qui est beaucoup plus intéressant que ce que je rapporte, c'est que la guerre d'Irak en 2003 et la guerre civile syrienne à partir de 2011, c'est des guerres où on a compté les morts tous les jours et diffusé de l'information sur ce qu'on appelle un body count, quasiment en direct, quoi. Donc il n'y a jamais eu dans notre expérience de guerre où les violences militaires légitimes ou illégitimes ont été quantifiées jour par jour et transmises, mises à disposition en termes d'information que dans ces deux guerres. Donc c'est tout à fait remarquable et ça doit être mis un peu en rapport avec le fait que ça n'a pas du tout contribué à limiter le niveau de violence. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser naïvement que le fait que cette information soit disponible, notamment dans la guerre civile syrienne, le fait qu'on sache à quel point les populations civiles étaient attaquées, assiégées, affamées, privées de soins, et le compte, le dénombrement de ces situations et de ces actes, aussi précis chaque jour, n'a eu aucun impact sur la limitation des violences. Voilà. Merci de votre attention. Merci Jean-Hervé. À toi, Claudine. Merci. On a vu déjà pour la Syrie comment le travail de, en fait, trois secouristes et une chercheuse universitaire aboutit à construire un tableau de ce qui s'y passe. Et un tableau où les différentes spécialités des uns et des autres n'entrent pas en contradiction. En fait, c'est un peu ce qui était recherché dans tout ce livre.
on peut se demander comment des intervenants aussi divers, aussi différents, que des secouristes humanitaires, que des militants des droits humains, que des universitaires, que des journalistes, travaillaient à construire leur perception d'événements de violence extrême. Donc des gens de formations différentes et qui ont aussi des buts très différents sur le terrain. Nous aurions pu également demander à un juriste de nous rejoindre, car eux aussi procèdent à des enquêtes. Mais bon, la barque était déjà bien chargée et on a renoncé. Mais ça aurait été effectivement une très bonne idée, puisque tous nous enquêtons. Le livre s'appelle, enfin le sous-titre c'est Enquêter, secourir, juger, mais le titre réel c'est plutôt Enquêter pour secourir, enquêter pour connaître, enquêter pour juger. Alors, je voudrais juste procéder à quelques remarques pour montrer comment cette diversité en fait se comprend et aussi s'organise. Première remarque, effectivement, les finalités, les buts de l'enquête conditionnent largement la démarche des intervenants, ne serait-ce que parce que nous n'avons pas le même rapport au temps. Effectivement, les humanitaires, comme aussi les observateurs, les militants des droits humains, doivent découvrir très vite les informations dont ils ont besoin. Les informations qui les aideront à orienter et leur action et leurs avertissements. Les journalistes, eux aussi, sont soumis à la loi de l'urgence. Ce n'est pas le cas de nous autres universitaires qui, effectivement, dans l'idéal, nous nous donnons le temps nécessaire à la collecte et à la mise en forme des informations. Je dis dans l'idéal parce que nous nous plaignons toujours de ne pas avoir assez de temps, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. C'est lié aussi bien à la disposition de crédit que aussi à l'usage que nous devons faire de nos travaux. Deuxième remarque, il s'agit de terrains dangereux, souvent difficiles d'accès et de populations traumatisées, de zones aussi où les infrastructures sont détruites, ou en tout cas très délabrées. Tout cela sont des conditions très contraignantes pour nous tous. Elles entraînent effectivement des nécessités de s'adapter, soit une diversité des sources et de manières d'enquêter. Par exemple, dans le cas de la Syrie, Jean Hervé l'a très bien remarqué tout à l'heure, plusieurs auteurs soulignent l'importance de ce que l'un d'entre eux appelle la veille Internet. La veille Internet et aussi les contributions des réseaux sociaux internationaux, sous toutes les formes Internet possibles. D'autres chercheurs, quel que soit le but de leur recherche, sont obligés de s'informer à partir d'un pays voisin, puisqu'ils n'ont pas accès à la région même où se déroulent les violences. Au Rwanda, Liane Fuji, dont on reparlera, une universitaire, ne disposait pas de données chiffrées générales. Elle avait aussi un maigre budget de recherche, puisqu'elle n'a pu travailler que quelques mois avec une seule interprète. Eh bien, elle a pratiqué une enquête de type purement ethnographique, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'elle va sur un terrain très, très étroitement circonscrit et parle avec des personnes qu'elle a repérées, dont elle est capable de reconstituer les réseaux. Une enquête ethnographique de mode classique. Par contre, des chercheurs, des militants droits de l'homme qui ont publié un livre qui était une bible sur le Rwanda, qui s'appelait « Aucun témoin ne doit survivre », ont eu accès, eux, à des archives écrites, des archives communales, des archives de préfecture, et ils ont aussi pu conduire des enquêtes de type ethnographique. Pour eux, et ils avaient du monde pour le faire. Donc pour eux, une enquête de style beaucoup plus large. Un autre chercheur, Bert Ingelard, qui a pu travailler sur les Gachacha au Rwanda, donc une entreprise d'État qui a duré plusieurs années, et entre 2005 et 2012, il a pu observer 1917 procès concernant 2153 individus. C'est-à-dire que là, nous avons l'enquête grand modèle. Il avait une équipe d'une bonne dizaine de chercheurs. Lui-même a passé plusieurs années à observer ces procès. Donc, on voit que dans ce livre, toutes sortes de types de recherche de terrain, toutes sortes de types de modalités d'enquête
sont représentés. Marc le Pape, par exemple, autre chose encore, a utilisé des transcriptions d'audience de la Cour pénale internationale pour reconstituer le parcours de violence d'un chef de guerre congolais. Et enfin, toutes les sources effectivement internationales, d'instances internationales, sont largement utilisées par presque tous. Donc on peut se dire qu'on a affaire à un véritable puzzle, aussi bien par la différence des buts, des finalités de chacun, et aussi la différence des types d'enquêtes qu'ils ont pu conduire. Il reste que l'ouvrage possède une unité méthodologique, et c'est ça qui fait, à mon avis, une part aussi de sa force. Qu'il s'agisse d'enquêter pour connaître, pour secourir ou pour juger, tous les chapitres présentent des récits d'enquête. Ce sont des récits. Ce sont à chaque fois des études de processus très précisément localisées, où les acteurs sont clairement identifiés et les pratiques sont décrites avec précision. Donc, une unité, en fait, de fond, qui fait qu'on a pu, effectivement, après tout, se retrouver et écrire ensemble. Donc, 3 pays, on le sait, ont fait l'objet de ces recherches. Bon, la Syrie, Jean Hervé a présenté ce qu'il en était. Contrairement à la Syrie, il n'y a pas d'opérations humanitaires qui sont décrites dans le cas de l'Est du Congo et du Rwanda. Bon, pour la bonne raison que cela avait déjà été fait à MSF. Ronnie en a parlé tout à l'heure, et c'est le livre de Jean Hervé et de Marc qui traite de telles opérations au Rwanda durant le génocide et au Congo, à l'Est du Congo, durant la traque et les massacres de réfugiés Hutus en 96 et 97. En ce qui concerne le Congo, nous avons préféré aborder des situations plus récentes. Mais nous retrouvons tout de même MSF, d'une part dans le travail d'une journaliste, Justine Brabant, et d'autre part dans celui d'une universitaire, Mike Fanwood James. Justine Brabant, on connaît ses reportages et son livre sur les combattants du Kivu. C'est une journaliste qui a effectivement fait un travail de terrain très très important et un travail de reporter de guerre, en fait, même s'il s'agit de guerre civile. Elle réfléchit ici sur les grilles de lecture que de tels reporters rencontrent sur le terrain et qui risquent d'influencer leur travail. Elle parle des grilles de lecture diplomatiques. Effectivement, un reporter va voir les diplomates en place, va demander à l'ambassade ou au consulat s'il connaît des gens, etc., etc. Bon, il va voir aussi des observateurs des droits humains, ou elle va voir aussi des gens qui travaillent sur la justice internationale, qui font des enquêtes pour la justice internationale. Et elle constate que, ce faisant, certes, elle apprend beaucoup de choses, elle est capable de trouver des informateurs de terrain, mais elle risque aussi d'être dépendante des grilles de lecture de ces différentes personnes, que ce soit les diplomates, que ce soit les droits humains, que ce soit des enquêteurs pour la justice. Ici, dans ce livre, elle expose d'une façon beaucoup plus précise de quoi aussi ces reporters risquent d'être victimes, c'est-à-dire de leur rapport avec les ONG secouristes. Et là, elle prend de façon plus précise le rapport avec MSF. Effectivement, une journaliste comme elle qui arrive seule sur le terrain avec quelques adresses en tête que lui ont fournies des collègues précédents, trouve dans MSF beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses dont elle aurait du mal à se passer. Un soutien logistique, effectivement, MSF en général est tout de même bien installé. Des informateurs, puisque le personnel qui travaille avec MSF est du coin, a de la famille dans le coin, et connaît beaucoup de gens, et peut lui raconter beaucoup de choses. Elle connaît aussi la mémoire de MSF,
MSF est là depuis des années avant elle, a ses propres réseaux. Mais aussi, elle subit les grilles d'analyse de MSF. Par exemple, elle en cite une, MSF dans le Kivu s'est beaucoup intéressé et a fait beaucoup de campagnes sur ce qui se passait en ce qui concerne le viol des femmes. Mais il y a beaucoup d'autres choses à dire. Donc comment, c'est la question qu'elle pose, comment garder son autonomie de reporter de guerre, tout en tout de même étant, comme elle dit, embed avec MSF. Bon, on parlera peut-être de sa réponse un peu plus tard dans la discussion. Comment dit-elle ne pas se mettre à parler MSF? L'universitaire Myfanwy James, c'est une Galloise, elle mène une enquête ethnographique de terrain au Nord Kivu sur MSF à proprement parler. Donc elle ne travaille pas avec MSF, mais elle travaille sur MSF, ce qui est effectivement très différent. Et elle se pose un problème très très important. Elle cherche à comprendre quelle est la situation complexe des humanitaires congolais par rapport à l'impératif de neutralité de MSF. Ces Congolais, ce personnel congolais, ne peut pas se prétendre hors des conflits locaux, étant donné qu'ils vivent complètement dedans. Ils ont leurs familles qui sont prises dedans, leur parcours et leurs diverses appartenances. Or, ils se trouvent en face de cet impératif de neutralité qui est celui qui est défendu par MSF. Et là, je cite Myfanwy. Se fondant sur l'idée d'une humanité universelle, l'humanitarisme néglige le fait que tout le monde ne peut pas faire preuve de neutralité avec la même facilité envers les acteurs armés ou envers ses propres collègues humanitaires. Tout le monde ne peut pas chanter la chanson de MSF. Concrètement, l'organisation est évidemment bien au courant du problème et elle tente de résoudre cette contradiction par une espèce de division du travail. Effectivement, le personnel congolais local est nécessaire aux soins prodigués par MSF, est nécessaire pour toutes sortes de raisons, aussi bien pour assurer leur sécurité, tandis qu'un personnel étranger, d'expatriés, est lui censé garantir la neutralité de MSF, l'impératif de neutralité. Donc une espèce de division du travail qui n'est pas explicite d'ailleurs, mais qui se fait en pratique. Or, Myfanwy James montre combien, au Nord Kivu, ce modèle est profondément inégalitaire. Et c'est vraiment la force de son travail de très bien mettre ça en avant. D'ailleurs, ce travail avait été remarqué par d'autres personnes de MSF, puisque je crois qu'il a été immédiatement traduit en arabe pour d'autres situations. Donc la journaliste et l'ethnologue ont donc reconstitué des processus d'enquête et d'intervention dans cette région où opèrent des groupes armés. Marc Lepape, lui, en sociologue, il a choisi de faire l'histoire de l'un de ses chefs de guerre, Bosco Ntaganda, jugé par la CPI. De son côté, Justine Brabant avait déjà restitué des parcours de petits chefs locaux, eux, bien insérés localement, mais d'une moindre puissance que le chef de guerre étudié par Marc. Restituer ces carrières, observer les leaders des combattants, c'est d'une certaine manière rendre compte aussi de l'état de guerre et de violence extrême subi dans l'est du Congo par les populations depuis des décennies. Maintenant, le Rwanda. Bon, j'accélère parce que on est presque au bout de notre heure. Le Rwanda, en fait, c'est la moitié de l'ouvrage, soit 6 chapitres sur 12. Bon, il y a une explication à ça, c'est que le colloque a eu lieu 25 ans après le génocide des Tutsis. C'est pourquoi la journée Rwanda avait aussi un aspect de commémoration, tout autant qu'un travail de recherche. À l'exception d'un seul, Nicolas Mariot, tous les auteurs ont enquêté et publié sur le génocide, et depuis longtemps. En fait, ce sont des gens qui, 25 ans après, font le bilan des recherches qui ont été effectuées au Rwanda. On ne s'étonnera pas qu'ils ont privilégié des réflexions de portée épistémologique, ou si l'on veut un mot moins savant, méthodologique. Comment ont été menées ces enquêtes? Quel bilan en retirer? Bon,
Je n'entrerai pas dans le détail, mais je regrouperai les articles qui ont une problématique commune. Timothy Longman et Scott Trost, tous les deux américains, à mon avis, se complètent très très bien. Timothy Longman est un des auteurs du premier ouvrage d'importance publié sur le génocide, un ouvrage de militants de droits humanitaires appelé « Aucun témoin ne doit survivre ». Ça a été la première Bible, en fait, un très très gros ouvrage. Et Timothy se demande, 20 ans après, qu'est-ce qu'il reste de cet ouvrage? Est-ce qu'il a tout faux, presque tout faux, ou bien est-ce qu'il est encore acceptable? En fait, il constate qu'il a été enrichi par les 20 années de recherche qui ont succédé, mais il n'est pas du tout invalidé. Sauf, reste 2 points qui méritent discussion, et où d'ailleurs l'ouvrage a été contesté par des chercheurs. Le premier point, aucun témoin soutenait la thèse d'une planification du génocide, une planification qui aurait eu lieu dès 1990, donc des années avant le déclenchement en avril 1994. Or, cette thèse a été très contestée dans la suite des recherches, mise en doute par plusieurs chercheurs. Le deuxième point, il s'agit des violences commises par le FPR à l'encontre de populations civiles. Or, ces violences, ça a été reproché à aucun témoin ne doit survivre, ont été insuffisamment traitées par aucun témoin. Et surtout, elles n'ont pas été prises en compte comme le résultat d'une intention politique de la part du FPR. Elles sont souvent présentées un peu comme des vengeances qui ne peuvent pas être contrôlées sur le terrain. Alors qu'en fait, pour d'autres chercheurs, il s'agit d'une intention politique. Or, c'est précisément ce point que traite l'article de Scott Trost. Scott Trost est l'auteur d'un ouvrage très important publié sur le génocide en 2006. C'est un grand auteur reconnu mondialement. Son livre s'appelait The Order of Genocide. Scott Trost, dans ce livre, il met en cause l'histoire académique des violences de masse au Rwanda et dans la région depuis 1990 jusqu'à maintenant. Et c'est d'un point de vue épistémologique, il mène, une critique vraiment très forte et très incisive. Il dit que ses recherches universitaires n'ont pas traité des violences commises contre les Hutus, violences dont il établit une périodisation de 1990 jusqu'à maintenant. Cette histoire est donc incomplète. Mais s'il peut faire état de ces violences, même en faire une périodisation rapide, c'est parce qu'elles ont été remarquées et publiées par des observations des droits de l'homme, mais toujours à l'extérieur, par des témoins, etc. Or, ces recherches sont complètement interdites au Rwanda. Et du coup, comme l'interdit qui pèse sur ces recherches n'a pas été levé, cela laisse libre cours à toutes les thèses les plus conspirationnistes sur le FPR et sur la thèse du double génocide. On voit combien, effectivement, l'impossibilité de travailler de façon universitaire et dans une certaine durée sur les violences commises par le FPR contre les Hutus laisse ouvert, en fait, n'importe quoi. Donc ces deux auteurs, Scott Trost et Timothy Longman, font leurs deux articles se complètent vraiment très très bien. 2 autres auteurs me paraissent aussi se compléter, à savoir Nicolas Mario, qui lui n'a pas enquêté au Rwanda, et moi-même. Alors moi ici, je représente une chercheuse qui s'appelait Liane Fuji et qui devait faire partie de ce colloque. Elle est décédée en 2018 de la grippe au Canada. C'était une chercheuse canadienne. Nous étions tous très choqués. Comment en 2018 on peut décéder d'une grippe? Bon, on a changé d'avis après. Pas tellement longtemps après d'ailleurs. Donc j'ai représenté ses travaux sur le Rwanda. Nicolas Mario a mené une comparaison sur les 2 tendances entre lesquelles se partagent aussi bien les travaux sur la Shoah
que les travaux sur le Rwanda. C'est un article extrêmement important par rapport à l'ensemble de ce livre. Pour lui, ces travaux se partagent donc en deux types de recherche, en deux modalités de recherche et de pensée. Une tendance culturaliste qui met en avant l'histoire de la haine et qui met en avant la construction d'un racisme éliminationniste. Et une autre tendance qui, elle, s'intéresse beaucoup moins à cette histoire de la haine, ne se la donne pas avant de travailler, mais qui privilégie l'observation de groupes précisément situés sur le terrain. De groupes précisés aussi dans le très situés à la fois dans le temps et dans l'espace, et dont on connaît les acteurs. Et il montre au Rwanda cette tendance, que dans le cas du Rwanda, c'est la tendance qu'il appelle processuelle, d'observation processuelle, ou qu'on peut appeler situationnelle, qui l'a nettement emporté sur la tendance culturaliste, qui existe néanmoins, mais qui est beaucoup moins représentée. Et notamment, qui existe, la tendance processuelle a été extrêmement bien représentée par les chercheurs anglo-saxons. Or, Liane Fuji est un très bel exemple d'étude processuelle ou situationnelle, comme on voudra. C'est pourquoi je pense que nos deux articles, celui de Nicolas Mariot et le mien, vont vraiment ensemble. Si je puis dire, ma présentation de Liane Fuji montre de façon plus détaillée ce que Nicolas Mariot appelle l'étude processuelle. Enfin, deux auteurs sur la justice, le sociologue André Gichawa, qui fut expert pour le TPIR et pour de nombreux autres procès, lui propose un examen de la politique judiciaire au Rwanda dans une perspective historique. Et il tente un bilan global chiffré des procès, des condamnations, des mises en accusation et des extraditions au moment où il écrit. Cette démarche est complètement inédite et c'est la première fois que des résultats de tel ordre n'avaient pas été rassemblés systématiquement jusqu'à présent. Donc là, on a une recherche complètement inédite. L'anthropologue Bert Ingelard, dont j'ai évoqué tout à l'heure la longue et lourde enquête sur les procès Gacaca, lui montre les attitudes ambivalentes de la population vis-à-vis de la vérité qui est produite au cours des procès. Il découvre, c'est en fait ça n'a pas été, dans son article, un livre a été publié à partir de sa thèse, mais ce chapitre n'a pas été publié dans cette thèse. C'est un chapitre également inédit qui est ici. Il découvre que 4 types de vérités, en fait, existaient durant les interactions entre les victimes et les criminels durant les débats. Des vérités qu'il appelle l'une vérité légale, c'est-à-dire la vérité que demandent les juges, ce sont les preuves, ce qu'on apporte sur place et qui permet de dire, bien oui, monsieur est bien coupable parce que on l'a vu tel jour, à telle date, etc. Il existe aussi la vérité qu'un grand V, en gros la vérité politique. Et celle-là, c'est la vérité dont tout le monde connaît, qu'elle doit être respectée, puisque c'est celle que veut le gouvernement en place, un gouvernement dont on connaît bien la violence et l'autoritarisme radical. Donc, cette vérité qu'un grand V politique fait que certaines choses seront dites, mises en avant, tandis que d'autres ne le seront pas. Mais tout le monde sait bien de quoi il s'agit. Il y a aussi ce qu'il appelle la vérité efficace, c'est-à-dire le fait de dire certaines choses, mais d'en taire d'autres. Ça ne veut pas dire que le taire et mentir veut dire mentir, mais ça veut dire que cela nuirait à la vérité que l'on veut faire passer. Ça, ce sont des choses que seul un anthropologue qui connaît depuis des années ce qui se passe dans ces procès et qui connaît bien les Rwandais peut dire et nous expliquer et le détailler. Enfin, il y a la vérité morale. La vérité morale qui tire son sens de l'univers social et culturel rwandais. Et la vérité morale peut être aussi bien un silence. Mais c'est celle qui montre que l'on a
que l'on est pour les autres. On appelle ça la vérité du cœur et de l'âme au Rwanda. Umutima, il y a un mot pour ça. La vérité noble. Et ça n'est pas non plus nécessairement celle qui se dit dans un procès. Ça n'est pas non plus une vérité de langage. Elle peut aussi transparaître dans les attitudes qu'auront les témoins durant le procès. C'est tout cela que nous raconte, qu'analyse Berthe dans ce livre. Voilà. Bon, j'ai été sans doute très, très synthétique, mais bon, il vaut mieux laisser la place maintenant à la discussion. Juste pour finir, toute cette histoire est encore très chaude. Pour la Syrie, naturellement, et récemment à MSF, on en parlera sans doute, il y a eu des épisodes très récents et vraiment très très chauds. En ce qui concerne le Rwanda, bien qu'il s'agisse d'un bilan, j'ai eu affaire à RFI. RFI a fait un entretien avec moi sur ce livre. Et ensuite, attitré, on a fait 26 minutes d'entretien, ils en ont gardé 4 minutes, et ils ont titré les universitaires vont travailler sur les crimes du FPR au Rwanda, ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai protesté en disant, écoutez, vraiment, pendant les 25 minutes, je n'ai pas parlé que de ça. Et le journaliste m'a répondu, mais oui, mais c'est le plus important de l'ouvrage. Ça veut dire qu'effectivement, les journalistes de RFI ont vraiment une autre vision et c'est la leur qui compte. Quand on a parlé, quant au Kivu, on a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé avec Saint-Exupéry sur des épisodes qui ont lieu en 96-97. Donc ces événements ont beau être anciens, bon, ils sont encore toujours aussi chauds, quoi. Je vous remercie. Merci Claudine. Moi je voudrais peut-être, non pas poser une question, mais rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur les crimes du FPR, qui constituent une actualité renouvelée pour MSF, puisque à la suite de la publication du livre de Patrick de Saint-Exupéry, livre qui se veut une enquête sur les allégations de double génocide, mais peut-être plus largement une entreprise de dénégation de l'existence de massacres dans l'est du Congo par les forces rwandaises et leurs alliés congolais. Donc là, il y a une nouvelle controverse et je trouve intéressant de souligner, dans un moment où on s'intéresse aux violences, aux réactions, aux secours, aux enquêtes, je trouve intéressant de souligner le fait qu'on a là un chef d'État, donc Kagame, qui est au pouvoir donc maintenant depuis plus de 25 ans et qui compte y rester encore très longtemps, qui est présenté comme une sorte de délégué des victimes du génocide Tutsi, mais d'une certaine manière du génocide majuscule, d'un génocide en général. Alors l'existence de ce génocide ne fait évidemment aucun doute. La qualité du président Kagame à représenter ses victimes, elle, est beaucoup plus discutable, et elle n'est pas discutée. Et je voulais simplement souligner le fait que le président du Rwanda est aujourd'hui l'un des tueurs les plus en vue de l'Afrique contemporaine. Il n'est pas le seul. On peut parler d'Hissène Habré, de Omar El-Béchir et de Denis Sassou Nguesso, pour ne parler que de certains des plus éminents. Mais personne ne s'affiche, ou personne n'a envie de s'afficher avec Sassou Nguesso, avec Hissène Habré, avec Omar El-Béchir. Mais en revanche, on se bouscule, ou en tout cas, on n'hésite pas à faire le nécessaire pour s'afficher avec Kagame, pour être en bonne relation avec le Rwanda. C'est une exception que je trouve intéressante à souligner, et la petite controverse, je dis petite parce qu'elle intéresse essentiellement les gens qui sont déjà impliqués, c'est-à-dire les gens un peu dans le milieu, soit des africanistes, soit des gens qui s'intéressent à l'Afrique des Grands Lacs. Cette controverse est tout de même très vive, et MSF a été amené à traiter cet auteur de faussaire. Ça n'est pas tous les jours
que ça arrive. Le mot a été pesé, il a été choisi et il est parfaitement assumé. Ce livre permet une sorte d'outillage dans ces controverses, et pour tous ceux qui s'y intéressent spécifiquement à cela, j'en recommanderais aussi la lecture. Voilà pour mon commentaire personnel, mais j'en viens maintenant aux éventuelles questions. Oui ? Bonjour, merci pour les présentations. Donc je me lance aussi depuis la salle. Voilà, peut-être mes questions seront pas subtiles, mais en tout cas, je voulais vous remercier pour les présentations. J'avais peut-être une question un peu basique. La première, c'est est-ce que vous avez eu des difficultés à faire le choix des terrains que vous aviez à traiter, sachant qu'il y en a pléthore qui auraient pu, je pense au Yémen, je pense à d'autres contextes, qui auraient peut-être pu vous intéresser dans la typologie des violences potentielles. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Vous avez débattu sur pourquoi garder ces 3 terrains-là? Voilà. Quelle a été votre logique? Et puis la deuxième réflexion, ça fait le lien avec ce que tu disais, Jean-Hervé, le papier que tu as évoqué, très intéressant sur la quantification des morts. Donc, comme tu l'as rappelé, comme il est traité dans le papier, c'est pas parce qu'on avait une quantification quasi quotidienne des morts en Syrie notamment que pour autant les violences étaient moins importantes. On peut faire la même remarque sur le fait que dès lors qu'on n'avait pas non plus de notion de mort, je pense notamment au Yémen pendant plusieurs années, c'était pas pour autant que les violences étaient plus faibles aussi. On se souvient du contexte yéménite où pendant 4-5 ans, on a eu 10 000 morts civiles, entre, je pense, l'époque où je suivais ça, 2016-2019, pendant 3 ans, il y avait 10 000 morts, quoi. C'était ça qui était l'argument mis en avant. Bon, ça n'avait pas atténué les violences, et en même temps, on se rendait bien compte que cet enjeu du nombre de morts était utilisé, notamment dans la communication, différents acteurs. Donc cette quantification, elle me semble intéressante à traiter. Et puis peut-être la dernière question, Jean-Hervé, si effectivement la quantification des morts n'a pas atténué les violences, est-ce que dans ces contextes syriens notamment, elle a aidé à juger, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on juge, qu'est-ce qu'on peut juger, qu'est-ce qu'on a pu juger, qu'est-ce qu'on va pouvoir juger sur la base des données de terrain dans le contexte syrien qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Bon, je peux répondre tout de suite pour la première question. En fait, au départ, nous avions pensé à organiser un colloque sur le Rwanda, seulement sur le Rwanda, avec Jean-Hervé. Mais nous voulions aussi que ce ne soit pas MSF tout seul qui fasse un colloque. Donc nous nous sommes adressés à la fondation de la MSH, et donc c'est effectivement les deux institutions qui sont à l'origine de ce colloque et de l'ouvrage. Or, Michel Veviorka, qui à l'époque était président de la MSH, a demandé à ce que la Syrie soit également traitée. Puis, un autre chercheur de la MSH a demandé à ce que le Congo soit traité. Congo et Rwanda, ça ne nous posait absolument aucun problème, puisque, on l'a vu tout à l'heure, il y a évidemment des choses qui se passent sans arrêt d'un pays à l'autre. Bon, et voilà, c'est ainsi que ça s'est passé. Donc, c'est un choix fait à deux institutions, quoi. Maintenant, pour l'autre réponse, c'est pour Jean-Hervé. Merci pour ta question, Jean-François. En tout cas, les dénombrements de victimes par MSF sur la Syrie, ça atteignait pas le niveau minimal de qualité et de couverture permettant à Sophie Robock, par exemple, d'en faire une analyse. Donc, pour d'autres, je pense que c'est plutôt les informations qui viennent d'un des médecins responsables de l'identité judiciaire qui a été surnommé César, qui a été exfiltré de Syrie, et avec
les photos et les identités de 11 000 Syriens torturés et tués dans les geôles du régime, lui, évidemment, de par ce César, pour employer son surnom, de par sa formation professionnelle, ses tâches professionnelles, il amène des éléments de preuve, quoi. Ce que les dénombrements ou les rapports d'ONG qui sont très intéressants pour comprendre les dynamiques de guerre localement et pouvoir en tirer les conclusions pour ajuster ses activités. Je minore pas leur importance, ont en général très peu de valeur sur le plan judiciaire, parce que ce ne sont pas des dossiers complets aux yeux, aux normes d'un processus pénal. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Ouais, Jean-Hervé, dans la poursuite peut-être de ça, tu dis que Sophie Robock nous conseille finalement, dans le livre, de séparer les bases de données selon le pourquoi on utilise ces données. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Bah, oui, c'est vraiment le conseil qu'elle nous donne, et c'est presque... Moi, j'ai pas été surpris par ce conseil, parce que dans nos métiers, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on fait souvent, c'est-à-dire construire des définitions de cas, par exemple une attaque définie par le fait que ce soit un ciblage intentionnel, avec un processus de vérification qui veuille qu'au moins un ou deux témoins se soient rendus sur les lieux et constater, par exemple, l'effondrement des murs du bâtiment, et que ça ne soit pas un fait rapporté oralement à des personnes qui le rapportent à leur tour, mais qui n'ont pas été témoins oculaires directs. C'est-à-dire de poser des définitions de cas qui sont en fonction des objectifs qu'on poursuit. Il y a dans le fond une part subjective qui fait que on doit assumer finalement pour dénombrer des éléments, des caractéristiques de catastrophe, etc., de construire des définitions de cas orientées. Par exemple, dans nos métiers, comme on veut éradiquer la rougeole, on définit la rougeole de manière extrêmement large. C'est-à-dire, comme tout état clinique qualifié comme tel par un clinicien en exercice, par exemple au Congo, au début des années 2010. Donc vous voyez que c'est dire tout ce qu'un clinicien lambda appelle de la rougeole va être considéré statistiquement et en matière de reporting comme de la rougeole, parce qu'on a sur cette maladie un objectif particulier, et qu'une définition aussi englobante sert cet objectif. Je pense qu'en recueil de données de morts violentes en temps de guerre, c'est un peu la même chose. On va définir ce qu'on appelle la mort de façon à servir ces objectifs de connaissance, mais pas seulement, ces objectifs d'influence également. Donc il n'y a pas de définition de cas qui soit neutre, objective dans nos exercices professionnels. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est comme ça que je le vois. J'ai une question sur la notion de violence extrême. Parce que je me demandais, en vous écoutant dans l'ensemble des éléments que vous apportez, il y a au fond des caractéristiques des situations dont vous traitez qui ne me semblent pas relever forcément du caractère extrême de la violence en question. Je pense par exemple la tension autour de l'impératif de neutralité, il peut être pertinent dans des situations de combat ou de conflit qui ne sont pas extrêmes. Par contre, peut-être ce que vous dites sur la nécessité de dissimuler les équipes de santé elles-mêmes,
peut-être renvoie à un niveau de violence extrême. Donc, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par violence extrême et à quoi ça renvoie justement dans l'analyse des formes d'enquête dont vous parlez? Et par rapport à quel autre type de violence on pourrait, au fond, comparer celle dont vous parlez spécifiquement? Je pense que tu le dis bien pour la Syrie. Je pense qu'on n'avait jamais, on n'avait jamais rencontré d'attaque aussi systématique contre les véhicules, contre les lieux de soins, contre les personnels de santé en temps de guerre. Si j'ajoute à ça les espaces temporairement contrôlés par l'État islamique et l'usage que cette organisation a fait de la violence et de la mise en scène spectaculaire de ces violences, dans l'exemple syrien, j'ai mentionné la défection de César et les documents qui rendent compte de ce qui se passe à l'intérieur des prisons du régime. Si on additionne tout ça, bon, je ne méprise aucune guerre, mais là, quand même, il me semble on est même dans nos métiers, on est dans l'exceptionnel. J'ai travaillé brièvement en Syrie, dans une zone contrôlée par l'État islamique. Ça m'a, je sais pas, ça s'est imposé à moi comme une expérience vraiment particulière, quoi, et je dirais extrême. J'ai travaillé aussi pendant le génocide au Rwanda, à Kigali, c'est pareil, là, le fait qu'une autorité politique décide de tuer tout le monde d'un groupe et les moyens de le réaliser en aussi peu de temps et à cette échelle, bon, enfin, je pense que dans l'histoire, dans un temps long historique, on trouve des exemples aussi forts de violence extrême, mais dans la période contemporaine, il y aurait des choses à dire également sur le Congo, du point de vue des En 96-97, ouais. la traque des réfugiés rwandais par l'APR était vraiment telle qu'elle est relatée avec les documents de MSF. Elle est vraiment, il s'agit de tuer tout ce qu'ils peuvent tuer. C'est vraiment le qualificatif d'extrême paraît là encore approprié. Certes, on est dans le Kivu actuel, là, dont parle effectivement une partie du livre. C'est de la guerre civile constante, des chefs de guerre, des tueries, des petits carnages plus ou moins grands. Bon, on n'est effectivement pas comme en Syrie ou comme durant le génocide au Rwanda. C'est vrai. Mais Ronnie le fait souvent remarquer, ce qu'il y a dans l'expérience congolaise de très particulier, c'est que nos équipes, les équipes humanitaires, celles du CICR, celles du HCR et celles de Médecins sans frontières, c'est le CICR qui a signalé aux autres le phénomène, servait à faire sortir les réfugiés de la forêt. Oui. Donc l'humanitaire servait vraiment là directement à commettre des crimes, et avec le matériel radio des organismes d'aide, les officiers de liaison rwandais ou congolais liés au mouvement de Laurent Désiré Kabila prévenaient les escadrons de tueurs qui venaient en fin de journée liquider ces réfugiés qui s'étaient sortis de la forêt et qui s'étaient concentrés. Ça, par exemple, dans l'histoire de MSF, le fait que l'action de MSF serve aussi directement à faire tuer des gens, évidemment involontairement, c'est horrible d'avoir à le préciser, mais il faut le faire quand même, parce que le CICR a dû insister auprès du HCR et en partie auprès de MSF aussi pour que ces organismes d'aide se rendent compte de ce qu'il était en train de se passer. Ils vivaient un peu dans le déni d'informations que pourtant ils possédaient en partie, et décident d'arrêter leurs opérations. Et c'est là qu'on voit, dans des organisations comme les nôtres, l'obsession qu'il y a à rester opérationnel à n'importe quel prix, quoi. C'est parfois sans limite.
Et il a fallu, ça a été un sujet de dispute entre nous, pour faire arrêter ces opérations. Des opérations humanitaires qui servent, comme Rony le rappelle assez souvent, à juste titre, à tuer des gens, quoi. Ça a été pour nous une expérience extrême. Alors la situation actuelle est effectivement différente, mais c'est tout de même... Marc, tu peux en parler? Non, la situation de combat au Kivu est quand même d'une violence absolument extraordinaire contre les populations civiles. Que dans le cas du chef de guerre que j'ai étudié, qui a sévi pendant à peu près 5 ans dans une région qui s'appelle l'Ituri, lui et ceux avec qui il travaillait ont été des massacreurs assez systématiques pendant toute leur période. Et ça s'est passé dans une région du Congo, l'Ituri, puis ça s'est continué dans une autre région, dans le nord Kivu, de façon pendant des années. Enfin, l'extrême est comment dire, c'est la répétition constante de massacres localisés à partir des années 90 jusqu'à maintenant encore. Tous les jours, on peut lire Encore il y a 2 sur jours. certains sites 23 personnes assassinées dans la journée en Ituri. Ça, c'était hier, ça. C'était hier. Donc, cette espèce de présence constante des massacres dans l'Ituri et dans le Kivu est quand même... Depuis des années. Et quand même une situation peut-être pas extrême, mais particulière, en tout cas. Peut-être, Claudine, est-ce que tu pourrais expliquer comment l'analyse processuelle permet de rendre compte de la cruauté ? Et l'autre question, ça serait, est-ce que ces acteurs, différents acteurs, donc journalistes, humanitaires et chercheurs, collaborent plus facilement à la réalisation d'un ouvrage par rapport à la manière dont ils collaborent sur le terrain lorsqu'ils enquêtent ou qu'ils secourent, enfin quand ils sont en train d'agir sur le terrain et versus quand ils ont un projet commun autour d'un ouvrage. Je ne sais pas si on peut parler de cette différence-là. Oui, en matière d'étude de la cruauté, l'analyse processuelle, effectivement, qui était très bien défendue par Liane Fuji, qui a publié, un livre posthume d'elle a été publié d'ailleurs, où elle a choisi le comparatisme. Elle a choisi d'étudier des pratiques de cruauté telles qu'elle a pu les relever au Rwanda dans son enquête de terrain. Elle est allée également en Serbie pour voir quelles ont été les pratiques dans les camps serbes, justement, mais toujours de façon, alors, une analyse processuelle, c'est-à-dire très localisée, ne concernant qu'un petit groupe de personnes d'interconnaissance. Et puis, elle a étudié un lynchage aux États-Unis au début du XXe siècle. Et ce qu'elle essaye de montrer dans les deux cas, c'est qu'effectivement, les pratiques de cruauté ne se comprennent que par le groupe. Parce qu'au Rwanda, notamment par les groupes de tueurs, par ce qu'on a appelé les milices. Elle montre une gradation. Les premiers jours, on incendie la maison, on pille tout, à la rigueur on tue, mais on tue directement qui a osé se défendre. Et puis, petit à petit, des gens, des leaders se mettent en place, etc., etc. Et il s'agit de montrer, c'est un peu fonctionnaliste aussi, mais son explication, enfin pas son explication, son étude. Il s'agit de montrer de plus en plus que l'on est dans ce groupe, puisqu'il est dangereux d'ailleurs d'être hors du groupe. Et petit à petit, on montre, et les gestes cruels se multiplient. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs que tout le monde elle insiste beaucoup là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout le monde se montre cruel, mais certains se montrent cruels. Et aussi, ce sont des cruautés qui ont un sens dans la mesure où elles sont publiques. C'est aussi ça qui a été une des choses les plus stupéfiantes au Rwanda.
c'est que l'usage de la cruauté a été public, et systématiquement public. Et les pires cruautés qui soient, on obligeait les gens qui cherchaient à s'enfuir pour ne pas les voir, étaient contraints de rester. Donc il y a encore beaucoup à faire aussi pour analyser les cruautés qui ont eu lieu au Rwanda. Mais effectivement, je pense que ce type d'analyse extrêmement précise, etc., est certainement plus efficace, peut permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé que des analyses plus larges autour de la haine et de la définition de l'ennemi. Je vous avais dit que si on me le demandait, je donnerais la réponse de Justine Brabant, se demandant comment faire pour ne pas parler MSF, comment ne pas mettre le droit au cœur. Elle dit, je vais aller voir les chercheurs. Donc je vais voir s'il n'y a pas des instituts de recherche sur place, et si elle a la prudence d'ajouter, s'il y a une relation de confiance qui s'établit avec les journalistes, j'essaierai plutôt de voir avec eux ce qui se passe. Moi, peut-être avant de fermer les micros et de vous inviter à venir boire un coup à côté, peut-être pour poursuivre la discussion ou parler d'autre chose aussi, je voudrais dire quelques mots sur l'épisode dont parlait Jean-Hervé peu avant, c'est-à-dire sur les humanitaires utilisés comme fixeurs ou comme chiens de chasse par l'armée rwandaise et les milices affiliées, pas pour reprendre cette histoire, mais pour insister sur le fait que c'est peut-être l'événement de l'histoire de l'humanitaire qui mérite d'être appelé catastrophe humanitaire. On utilise les termes de crise humanitaire, catastrophe humanitaire à tour de bras. Toutes les semaines, on voit la pire catastrophe humanitaire du siècle ou depuis la guerre se reproduire, le Yémen, l'Afghanistan, et ainsi de suite. Simplement pas simplement, mais à la place de parler d'une famine ou d'une guerre ou d'un grand nombre de réfugiés, on en parle dans ces termes-là. Je rappelle que la formule crise humanitaire a été, je pense, utilisé pour la première fois lors de la résolution du 22 juin 1994 autorisant le déploiement de l'opération turquoise, et que le Conseil de sécurité a utilisé cette formule pour ne pas parler de génocide au Rwanda. Autrement dit, on utilisait crise humanitaire pour dissimuler une réalité. Aujourd'hui, on en parle comme pour révéler quelque chose, alors que cette fonction de dissimulation est toujours active. Mais cette parenthèse fermée, la catastrophe humanitaire dont je parle, moi, et qui mérite son nom, c'est celle qu'évoquait Jean-Hervé. Et il est d'usage, lorsqu'on se retourne sur l'histoire de l'humanitaire, de faire des visites du CICR dans les camps nazis, l'événement qui justifie le témoignage, la prise de parole publique, la dénonciation, sous-entendu, le silence et complicité avec les tueurs. Et je tiens à dire que malgré toutes les critiques qu'on peut faire au CICR, ces visites dans les camps nazis sont totalement bidons. Elles étaient bidons à double titre. Enfin, c'était pas des visites des camps, mais c'était des rendez-vous donnés dans des camps. La lumière a été faite depuis longtemps là-dessus par le livre de l'historien suisse dont le nom m'échappe là. Enfin, Une mission impossible, le CICR dans les camps. Et donc le CICR ne peut pas être tenu responsable de l'omerta qui régnait sur les camps nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout au plus peut-il être responsable d'avoir endossé la nazification de la Croix-Rouge allemande en 1938, mais c'était avant la guerre. En revanche, les organisations humanitaires qui ont été utilisées comme chiens de chasse, comme pisteurs par les tueurs en 96-97, eux, j'en avais à rappeler que c'était évidemment pas en toute conscience que c'était fait, mais est arrivé un moment où ça a été révélé, et l'horreur de cette situation n'a pas, semble-t-il, saisi tout le monde. Tant l'impératif, au-delà des principes ou de quoi que ce soit, tant l'impératif de lancer aux secouristes de se tenir près des victimes semble fort et capable d'anesthésier totalement la conscience générale. Il a fallu des efforts, des polémiques, des discussions extrêmement vives
pour arriver à convaincre les gens concernés que s'ils continuaient, ils allaient être co-responsables de la mise à mort de centaines, voire de milliers de personnes. Et donc là, c'est pas une incitation à parler, mais c'est une incitation à penser les limites de l'action humanitaire, ces possibles retournements contre les objectifs qu'elle poursuit, et c'est, me semble-t-il, une leçon bien plus importante que cette pseudo-invocation d'un faux historique, à savoir les délégués de la Croix-Rouge distribuant des sandwichs et des colis à des gens qui allaient être jetés dans les chambres à gaz et ensuite dans les fours crématoires. Ça, c'est un conte horrible pour enfants, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de propagande humanitariste lamentable. En revanche, la réalité, la dure réalité de ce qui s'est passé au Congo a de quoi nous faire réfléchir, enfin doit nous faire réfléchir sur ce que l'on pourrait appeler, enfin ce que moi j'aime bien appeler les limites de l'action humanitaire, qui nous en disent plus sur le contenu de l'action humanitaire que les grandes exaltations sur les principes et la nécessaire solidarité. Voilà, pas de regret pour... moi j'en ai terminé pour mon petit laïus, donc pas de regret pour les autres. Écoutez, je vous invite maintenant à venir vous rafraîchir à côté. Merci de votre présence. Et merci aux auteurs.